Hercule franchit la 4e porte dans un silence profond. À l'horizon, il aperçoit un grand temple baigné de lumière qui domine les paysages paisibles où il vient d'entrer. C'est le sanctuaire du dieu solaire. Mais à peine le calme installé, une querelle éclate. 2 femmes s'accusent l'une l'autre, toutes 2 réclament la possession d'une même biche. L'une, c'est Artémis, gardienne des forêts. L'autre, c'est Diane, chasseresse céleste et fille du soleil. Chacune revendique l'animal comme si il lui appartenait de droit. Hercule se tient debout entre les piliers de pierre, écoute sans intervenir, et c'est alors qu'une voix intérieure, claire et tranchante, s'impose à lui. Elle affirme que la biche n'appartient à aucune des 2. Sa mission est juste de la protéger et de la ramener au sanctuaire en toute sécurité. Mais en tant que fils de Dieu, il peut aussi choisir de la garder pour lui. Hercule s'engage alors dans sa quête. Mais les 2 déesses, chacune dans l'ombre, œuvrent contre lui en espérant récupérer la biche à leur avantage. L'animal est rapide, insaisissable. Alors pendant 1 an, Hercule parcourt les collines, les rivières et les forêts. Parfois, il en aperçoit l'ombre, une empreinte légère sur la mousse, mais jamais il ne parvient à l'atteindre. Jusqu'au jour où, près d'un étang tranquille, il la voit. Elle repose là, allongée dans l'herbe, épuisée par sa fuite perpétuelle. Alors Hercule décoche une flèche, non pour la blesser, mais pour l'immobiliser. Les 2 déesses observent la scène de loin, sans intervenir, et voient Hercule qui s'approche de la biche pour la serrer contre lui. Il pousse un cri. Pour lui, la victoire est acquise, la biche est sienne. Mais l'instructeur lui fait comprendre que ce n'est pas là le terme de sa mission. La biche doit être conduite en sécurité au sanctuaire de Mycène. Et c'est aussi sa place à lui en tant que fils de Dieu. Alors, Hercule obéit, il entre dans le sanctuaire et dépose la biche au pied de l'autel du grand Apollon. Artémis le suit mais ne peut pas franchir le seuil. Seule Diane est autorisée à pénétrer dans le temple pour témoigner de la scène. La biche n'appartient plus à aucune d'entre elles. Elle est désormais dans la lumière. Elle est rendue à son véritable domaine, celui de l'âme, celui du dieu solaire, et seul Hercule, en tant que fils des hommes et fils de Dieu, pouvait accomplir ce geste, car il l'a portée tout contre son cœur, sans la blesser, sans la retenir. Alors qu'il croit sa mission accomplie, Hercule se tourne vers l'instructeur pour recevoir la reconnaissance. Mais celui-ci montre la colline au loin, et là, sur la crête, un faon aux cornes d'or l'observe en silence. Et Hercule va comprendre ici que la quête ne s'achève jamais vraiment. Chaque service accompli ouvre un nouveau chemin et chaque offrande prépare une autre marche vers la lumière. Le 4e travail est maintenant terminé, mais la recherche, elle, continue. Le cœur de cette histoire repose sur un choix. Garder pour soi la biche ou la remettre en sécurité, c'est tout le dilemme qui se pose finalement à Hercule ainsi qu'à Artémis et Diane, qui revendiquent ouvertement sa possession. C'est un trio intéressant parce qu'il se joue ici une scène tout à fait usuelle de la vie, celle des liens familiaux. La mère, la sœur ou la nourrice, incarnée par les 2 déesses, le père, endossé par Hercule, et l'enfant, représenté par la biche. Chacun tient son rôle dans cette dynamique essentielle, aimer, protéger, transmettre, et un jour, laisser partir. Mais on va revenir à notre histoire. La biche est un animal vif qui s'enfuit au moindre bruit. C'est comme si elle ne pouvait jamais être vraiment saisie, et ça dans tous les sens du terme. Et c'est exactement ce que va vivre Hercule, puisque pendant 1 an, il la traque sans jamais l'atteindre. Jusqu'au jour où, comme elle est épuisée de fuir, la biche va s'abandonner. Elle se laisse trouver. Et là, il va y avoir une scène assez terrible, puisqu'elle est inerte, sans défense, mais Hercule va quand même lui tirer une flèche dans le pied, ce qui semble assez extrême, mais qui finalement a un certain sens. Parce que parfois, il faut savoir marquer une coupure et briser ce lien qui va permettre une transformation. Et ça, c'est le rôle du père. La flèche, ici, symbolise la séparation. Le moment où l'on comprend que pour grandir, il faut tout simplement partir. Mais finalement, le premier réflexe d'Hercule, c'est de garder la biche pour lui. Et c'est très intéressant parce qu'il va comprendre, ou plutôt il va ressentir à travers la voix de son instructeur, c'est la voix intérieure,
que ce n'est pas la chose à faire. Et à ce moment-là, il sent qu'il doit la protéger. Il la serre contre son cœur et chemine jusqu'au sanctuaire, comme un parent qui entoure finalement son enfant d'amour, le temps d'un trajet, le temps d'un passage. Il ne l'enferme pas, il ne la garde pas, il la dépose en sécurité au pied de l'autel. Et c'est ça finalement, accompagner. Et à partir de ce moment-là, il accomplit sa véritable mission. Mais on va revenir un petit instant sur les déesses, parce qu'on voit qu'elles ne peuvent rien faire. Elles sont comme empêchées d'agir. Elles mettent bien des bâtons dans les roues d'Hercule, mais finalement, elles n'ont pas trop le choix dans le processus. Artémis ne peut même pas pénétrer dans le sanctuaire, elle n'a pas le droit de voir partir la biche. Seule Diane peut assister à ce départ comme pour dire qu'elle est là et qu'elle pourra finalement compter sur elle dans le futur. Mais tout ce processus de transformation que vit Hercule va lui permettre aussi d'évoluer dans une compréhension beaucoup plus personnelle par rapport à sa propre histoire, car lui aussi a été le père. Mais il n'a pas su vraiment accompagner. J'aime beaucoup la fin de cette histoire, parce que quand Hercule retourne sur la colline et qu'il voit le faon aux cornes d'or apparaître, il se rend compte que le chemin ne s'arrête jamais. Parce que cette histoire, c'est aussi la nôtre. Parce que dans nos vies, nous portons un temps des êtres contre notre cœur. On essaye toujours d'accompagner au mieux, mais il faut aussi savoir les laisser partir. Pas pour les perdre, mais plutôt pour qu'ils puissent eux aussi trouver leur sanctuaire, leur lumière. Et dans cette forêt qui représente un vaste clan où l'on expérimente, se développe l'instinct de vie. L'instinct d'aimer, de protéger, de secourir, sans jamais retenir. Dans le zodiaque de Dendera, le Cancer était associé au scarabée à l'époque, qui signifie devenir, se manifester. Donc, il est lié au mot égyptien Keper, qui représentait pour les anciens la naissance de la vie dans la matière, la transformation. Autrement dit, une espèce de force invisible qui pousse la forme à se réaliser. Alors, petit aparté, c'est quand même une image assez forte puisqu'elle est liée au cru du Nil. Le scarabée, c'est la représentation de la fécondité en lien avec cette crue. C'est le retour de la vie en quelque sorte. Et puis petit à petit, cette représentation va évoluer naturellement, notamment avec la mythologie grecque où Héra envoie un crabe pour empêcher la réussite d'Hercule dans l'un de ses travaux. Un crabe qu'on retrouve aussi dans l'image du talon d'Achille qui représente aussi la figure de frein à l'incarnation. Pourquoi ? Parce que c'est précisément la mission que va lui assigner Héra au moment où Hercule avance sur son parcours de réparation, donc d'entrer dans la matière. Le Cancer est opposé au Capricorne et ensemble ils forment une valeur d'axe qu'Alice appelle les deux portes. L'une ouvre sur la famille humaine et l'autre sur la conscience universelle, la toute-puissance de l'esprit. Donc le Cancer est le point de départ, le commencement en opposition au Capricorne qui représente lui le sommet de la montagne. Et là, on a une vraie synergie qui s'exerce entre potentialité et consommation, mais aussi entre gestation et consécration. Et pour bien comprendre cette dynamique, il faut replacer le Cancer dans l'architecture du zodiaque, parce que c'est l'un des 4 signes de la croix cardinale, cette croix du mouvement qu'on avait vu avec le Bélier, de l'impulsion, de l'entrée dans l'expérience, et chaque bras de cette croix représente un moment fondateur et pour le Cancer, il s'agit d'initier l'incarnation, la descente dans la matière. La Balance, elle initie la relation à l'autre. Le Capricorne, lui, ça va être l'élévation vers l'esprit et le Bélier qui, lui, est le premier bras car c'est la naissance de la volonté individuelle. Alors c'est assez marrant parce que le Cancer représente quand même la première impulsion dans ce contexte parce que c'est le moment où l'âme choisit de se vêtir d'un corps, de s'ancrer dans une histoire, un lieu, d'avoir un lien émotionnel. Et cette incarnation passe nécessairement par la forme, donc par la Lune qui est gouvernante exotérique du Cancer. Mais la Lune, qu'on sait être la mère de la forme, représente aussi une limite. Et oui, parce que comme le crabe, le Cancer porte sa maison sur lui.
Cette maison, c'est un petit peu sa mémoire, c'est aussi sa sensibilité, son univers intérieur. Et elle est complètement intégrée à sa forme, à son fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il vit en retrait, qu'il se replie dès qu'il se sent menacé et qu'il a vraiment besoin de préserver ces espaces. Mais cette intériorité qu'on peut qualifier de lunaire, si elle n'est pas maîtrisée, peut aussi le conduire à une forme d'hypersensibilité émotionnelle, une réactivité épidermique presque inconsciente, un besoin excessif de fusion ou au contraire de retrait. Donc ici, la Lune ne structure plus du tout la forme, au contraire, elle la submerge, elle submerge le système émotionnel jusqu'à brouiller les fonctions psychologiques elles-mêmes. C'est une vraie mémoire émotionnelle. Pour sortir de sa cachette, le Cancer va devoir suivre la voie des constellations qui vont lui permettre de transcender ses qualités. Mais comment va-t-il pouvoir faire puisque la constellation du Cancer ne révèle pas vraiment d'étoiles très brillantes, comme c'était le cas dans la constellation du Taureau avec Aldébaran. Ce qui n'est finalement pas très surprenant, puisqu'ici on se cache, on ne cherche pas à briller à proprement parler, parce qu'on est encore au stade de la gestation de l'âme. On parle ici de vie intrapsychique, de nourrice collective, d'anonymat du clan. On ne s'illumine pas, on se forme par l'instinct, par la vie grégaire, par la réaction épidermique, comme je l'ai dit. C'est comme si l'âme restait cachée sans oser naître et affirmer le « je suis ». Il y a 3 constellations qui sont en relation avec le Cancer. La Grande Ourse, la Petite Ourse et Argo. Alors d'après Alice Bailey, qui s'appuie sur le 34e et le 12e chapitre d'Ézéchiel, ainsi que le 10e chapitre de Saint Jean, les Hébreux les auraient associés à des images fortes comme le petit troupeau, le mouton, le berger et le vaisseau. Bon, c'est tout à fait concordant avec ce qu'on connaît, puisque l'étoile polaire qui est située dans la Petite Ourse, pour rappel, a toujours servi de repère pour s'orienter vers le nord. Elle devient ici un symbole de direction intérieure, une sorte de rappel du foyer, du retour chez soi. Et puis juste au-dessus, on retrouve la Grande Ourse, comme une figure maternelle qui entoure la petite. Toutes les deux, elles forment un duo symbolique qui évoque la relation protectrice entre la mère et l'enfant, la gardienne silencieuse du troupeau. Et enfin, Argo, qui est une constellation qui remonte en direction du Capricorne, et qui est identifié par Alice comme le vaisseau. Celui qui va permettre au troupeau, au clan, si je puis dire, de quitter la mère, donc la matrice, pour s'élever vers la montagne. C'est le mouvement du groupe vers l'individuation, de l'appartenance vers l'autonomie en quelque sorte. Alice reprend ces images bibliques vraiment pour contextualiser le Cancer, son objectif, ses aspirations, qu'elle esquisse au travers d'un monde. Le berger est là pour guider sans imposer, le troupeau c'est l'image du groupe et de la conscience collective, et le mouton c'est l'individu encore fondu dans son clan, protégé, mais pas encore différencié. Et puis le vaisseau qui est une image très bien trouvée puisqu'il est là pour emporter tout ce petit monde vers un nouveau foyer. Et c'est ça le véritable rôle du Cancer, accueillir l'âme dans la forme, lui offrir les premières fondations d'un voyage vers la conscience, non pas évidemment pour retenir, mais bien pour transmettre, non pas pour nourrir indéfiniment, mais plutôt pour permettre à l'âme de quitter le corps et enfin de partir vers de nouveaux horizons. Je trouve que ce travail est d'une sagesse incroyable parce qu'il touche à l'essence même du lien et de l'attachement qui est le socle sur lequel se construit toute notre personnalité finalement. Et c'est pour ça qu'il est si fascinant, parce que derrière sa grande simplicité, il renferme quand même une véritable compréhension de la relation émotionnelle.
D'ailleurs, on pourrait très bien le raconter comme le début d'un conte, hein. Il était une fois une biche revendiquée par tous les membres d'un même clan, femmes, hommes, semi-hommes, demi-dieux et dieux. Et autour d'elle, ce qui se joue vraiment, c'est la base de toute dynamique relationnelle. Ce lien qui fait vibrer plusieurs individus, cet engagement émotionnel envers l'autre. Et je ne parle pas ici de dépendance, hein, parce que l'engagement, le vrai, implique plutôt une responsabilité, celle de ne pas faire de l'autre, évidemment, le garant de sa propre sécurité émotionnelle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble grâce aux impressions, aux ressentis qu'on perçoit de l'environnement immédiat. C'est une réponse vivante qui va être formulée par l'instinct et l'émotion et qui vont créer une réaction appropriée ou non qui est directement issue du lien d'origine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ce lien a été affligé dans l'enfance par la peur et l'insécurité, alors la réponse émotionnelle va être conditionnée et difficilement ajustable parce qu'elle va être emplie de cette insécurité, de cette peur. Et c'est là que le cancer va se protéger au lieu de s'ouvrir, qu'il va anticiper la blessure au lieu de faire confiance, qu'il retient, qu'il enferme au lieu de faire circuler. Parce qu'il va confondre protection et possession. Donc il veut tellement éviter de perdre qu'il empêche l'autre de partir. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne nourrit plus et qu'il enferme. Alors finalement, dans toute cette histoire, c'est vraiment Hercule qui va nous proposer la perspective d'évolution appropriée parce qu'il coupe le lien avec les déesses qui ne cherchent qu'à retenir la biche et à l'empêcher de grandir. Donc lui, il va au contraire l'accompagner jusqu'au sanctuaire en la portant dans ses bras. On nous dit tout contre son cœur, hein. C'est un geste rassurant, plein d'amour et finalement protecteur. Donc il comprend que c'est en la laissant partir sur son propre chemin qu'elle pourra grandir, qu'elle pourra s'épanouir et s'élever dans la vie. Et peut-être un jour, elle aussi, atteindre le sommet de la montagne en élevant sa conscience, en s'individualisant par le détachement. Et c'est là que réside la grande leçon de ce signe magnifique, lui qui incarne l'essence même de la création de la vie, hein, savoir passer du besoin du lien au service du lien. Faire du sentiment, finalement, un espace de conscience et non une prison émotionnelle. Alors finalement, on pourrait dire que le grand challenge du cancer, c'est bien d'accompagner la vie jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de nous et avoir la force surtout de la laisser partir quand il est temps.